Alors Jérôme, écoute, c'est super qu'on puisse se retrouver un petit peu et passer un moment ensemble pour le plaisir de nous deux et puis des autres avec qui on va partager un peu cette expérience et ton expérience. On a appelé ça le bêtisier du VPC, mais c'est plus dans une connotation d'information, une volonté de transmettre du savoir, faire en sorte que les informations circulent bien pour avoir le moins d'erreurs possible sur les bulletins de vote. On va y revenir. Est-ce que déjà, avant toute chose, avant tout ça, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, toi, ton équipe, ton cabinet? Oui, bien sûr. Bonjour Bertrand. Donc, je suis Jérôme Lassalle. J'ai le plaisir d'exercer ce beau métier depuis un peu plus de 27 ans. Je suis le dirigeant du cabinet Audouard Syndic, qui est un cabinet situé à Hossegor dans les Landes. Et aujourd'hui, avec une équipe de 7 personnes, on gère à peu près 140 résidences pour un total de presque 6000 lots. Plutôt des gros ensembles. C'est une petite particularité, ça a un impact sur ce que l'on va aborder tout à l'heure. Plutôt des gros ensembles et un mix de résidences secondaires et d'habitat principal. Voilà. Ah bah génial, t'as le temps d'aller faire du surf entre deux âgés ou... Je commence à être un petit peu vieux pour ça. J'aurais peur de me noyer la veille d'une assemblée générale importante, ça serait ennuyeux. Ah, ça, c'est ça, c'est les syndics impliqués, ils sont comme ça. Alors, bah, écoute, je te remercie d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Je voulais qu'on parle un petit peu de ton expérience. Comme tu le sais, moi, je me présente en deux mots. Donc, je suis concepteur de Simple, comme tu le sais, et j'ai été syndic. Donc, j'ai occupé ta fonction 10 ans durant. Et je voulais qu'on revienne un petit peu sur ton expérience vis-à-vis des AG, et notamment des AG dématérialisés, ce qu'on appelle globalement les AG dématérialisés. Donc, je rappelle le cadre ici pour ceux qui vont nous écouter. On a l'article 17.1 de la loi de 65 qui nous permet aujourd'hui, en tant que copropriétaire, de pouvoir assister en visio, en audioconférence, et puis on va parler évidemment du vote par correspondance. Quand as-tu commencé à pratiquer le vote par correspondance dans ton cabinet? Alors, on a commencé à le pratiquer en fait dès la parution du formulaire, c'est en juillet 2020. Mais je crois qu'on l'a beaucoup pratiqué pour l'instant dans un cadre un petit peu particulier, puisque l'AG par correspondance a été prévu à l'origine par les textes pour être des AG mixtes, c'est-à-dire des AG à la fois en présentiel, par correspondance, par votre bulletin de vote et par visioconférence. Or, les circonstances particulières de l'an dernier ont fait qu'on a immédiatement mis en pratique, la plupart du temps, un seul aspect, c'est-à-dire l'AG uniquement par correspondance ou uniquement par visioconférence, puisque l'an dernier, en 2020, la fenêtre de tir pour faire des AG avec de la présence physique a été très réduite. Hein, on a pu en faire pendant, suivant les régions, entre 3 et 4 mois, et ce qui n'a pas forcément permis la mise en place de ces AG mixtes. Par contre, des AG 100% par correspondance, bien évidemment, c'est un outil qui a pu sauver la mise à pas mal de syndics durant toute l'année dernière et encore aujourd'hui avec la situation actuelle. Donc, moi, j'ai commencé des AG par correspondance dès la fin de l'été, au second confinement. J'ai réussi à faire quelques AG physiques durant août, septembre et le début octobre. Et immédiatement après, on est passé au tout par correspondance. D'accord, donc tu as quand même une expérience quasiment d'un an, enfin en juillet ça fera un an, donc tu as 9 mois de visibilité Voilà. et tu as tenu quand même un paquet d'AG Ah, en vote par correspondance. une Tu bonne peux nous décrire centaine. une Une bonne bonne centaine, centaine. c'est déjà pas mal. On- Tu peux nous décrire le processus de l'AG en VPC, ce qui change exactement, nous la décrire sommairement, comment elle se déroule en fait. D'accord. Déjà, tu utilises quelle solution? Alors, moi, je suis avec la solution SPI, Septéo. D'accord, ok. Septéo. Avec un module qui est un module de tenue d'Assemblée générale. Et entre parenthèses, ils ont été extrêmement réactifs parce que le module s'est tout de suite adapté à la saisie du vote par correspondance qui a plusieurs particularités. On va y revenir un petit peu plus tard. Ce qui s'est passé, en fait, on parle d'AG par correspondance. Moi, la visio, je l'ai très peu employée. Pourquoi? C'est pour ça qu'on va. Moi, j'ai une expérience essentiellement en vote par correspondance avec le bulletin de vote. Voilà. Ouais, ok. Pourquoi je l'ai peu employé? J'ai plutôt des grands ensembles. J'ai plutôt des grands ensembles. La majorité de mes copropriétés fait plus de 30 ou 40 lots. Et je ne pense pas, j'en reste toujours persuadé, que la visio, la en visio pure, soit efficace et réellement adaptée à plus de 20 ou 30 personnes.
Ou alors ça devient très compliqué et un outil, par contre, c'est possible, mais avec un outil beaucoup plus lourd à mettre en place. Donc, moi, mon expérience, elle est vraiment sur des AG 100% VPC. Donc, le processus, il a été assez simple. Il a été bien évidemment en amont de prévenir les conseils syndicaux que l'Assemblée générale allait se tenir en VPC pur, en leur donnant les quelques indications. Et ensuite, donc dès juillet, de toute façon, les logiciels étaient prêts avec les bulletins de vote qui se génèrent automatiquement de par le progiciel. Mais ce qui a été la grosse réflexion que j'ai eue, c'est sur la façon de présenter la convocation. Tout simplement parce que tout dépend de l'ordre du jour. On ne peut pas faire une AG VPC, 100% VPC, comme on fait une AG normale. C'est pas possible. Soit on a deux choix. Soit on se limite à un ordre du jour strictement basique, c'est-à-dire le minimum légal, l'approbation des comptes de l'exercice écoulé, le vote du prochain budget. S'il y a lieu, et là on complique déjà, élection du conseil syndical si le mandat vient au terme et élection du syndic si le mandat vient à terme, mais dans la mesure du possible, j'ai essayé de faire des AG par correspondance très simples. Très simple, tout simplement parce que pas de débat, pas d'explication, pas d'échange. Ouais, qu'il n'y ait pas trop de débat en fait. Voilà, ou pas de possibilité. Enfin, il y en a, on va l'aborder tout à l'heure. Mais de but en blanc, le bulletin, bon, c'est un choix, oui, non, abstention. Et donc, pour les assemblées générales, la problématique s'est posée pour les assemblées générales où on avait besoin de décisions particulières. Des travaux ne pouvant pas attendre une assemblée ultérieure, des demandes urgentes, quel que soit le type de point, mais quelque chose qu'il fallait absolument voter en 2020 ou début 2021. Et c'est là où il y a vraiment une réflexion qui s'est faite avec mes conseillers syndicaux, c'est-à-dire qu'il faut absolument, si on veut que cette assemblée générale réussisse et que les décisions particulières soient prises de la manière dont on le souhaite, évidemment pour le bien de la copropriété, il fallait absolument accompagner cette VPC qui est un peu sèche d'une autre présentation de la convocation. Alors non pas pour ce qui est des résolutions, je ne parle même pas des annexes comptables, non, mais pour l'explication des données précises à apporter aux copropriétaires pour les points dans l'ordre du jour qui nécessitent une explication. Ouais, l'idée étant d'éviter aussi d'éviter qu'il y ait des votes dans tous les sens et puis qu'il y ait des appels dans tous les sens qui te questionnent chacun un par un à te demander c'est quoi cette résolution, je ne la comprends pas. Voilà, ça t'évite, ça généralise l'information. Voilà, tu as tout compris. Il y a un double but. Un, d'éclairer au mieux les copropriétaires et deux, de rationaliser un petit peu l'information pour éviter d'avoir des demandes multiples et variées à la réception de l'ordre du jour. Tous les propriétaires se demandent comment je vais remplir mon bulletin de vote. Là, j'ai une question. Tout n'est pas bien clair dans la convocation. Donc, il a fallu penser en amont. Et là, c'est là où on a des outils plus souples qu'une visioconférence ou d'autres outils qui peuvent permettre en amont de la tenue de l'assemblée par correspondance, en amont même de l'envoi du bulletin de vote par le copropriétaire, de pouvoir répondre aux questions que les copropriétaires peuvent se poser et également de leur donner un éclairage le plus parlant possible pour qu'ils puissent se prononcer. Et là, on a mis au point, plus suivant les situations, suivant les copropriétés, c'est un petit peu à la carte, là c'est à chaque gestionnaire, je pense, de réfléchir à des solutions, mais il y a des solutions qui peuvent être une visio préparatoire, mais informelle, avec une invitation au propriétaire le souhaitant. Voilà, dans 15 jours, il y a l'Assemblée générale par correspondance. Pour vous aider à prendre votre décision et à remplir votre bulletin de vote, il y a une visio, telle heure, tel jour, où on va aborder tous les points. J'ai certains immeubles moins... Je souris un peu, Jérôme, parce que tu t'emballes et t'es déjà sur les questions d'après. J'adore. C'est parti un peu loin. Ouais, non, mais c'est bien. Donc en fait, l'idée, c'est d'abord on fait un débat préalable pour débroussailler, on va dire, pour le dire simplement, débroussailler les différentes questions, bien les expliquer, et après, on se focalise sur les votes par correspondance. Donc tu nous disais que tu n'avais pas trop pratiqué la visioconférence, que tu t'étais concentré sur les votes par correspondance. Une petite précision technique, est-ce que les votes par correspondance, ils sont consignés par écrit, c'est toi qui les rentres ou c'est via l'extranet, c'est eux qui sélectionnent leurs votes? Alors, non. Pour l'instant, moi j'ai choisi de ne pas avoir cette solution logicielle dans l'extranet. On centralise les votes avec le moyen
d'expédition qui peut être par email, par courrier ou déposé. Mais ils peuvent les déposer sur leur extranet, ça c'est possible, l'envoyer avec l'extranet, mais je n'ai pas de logiciel qui permette la saisie des votes sur l'extranet. Parce qu'en général, ça c'est lié au logiciel de visio, également, qui permet ça. Ouais, qui n'est pas forcément connectable avec le logiciel métier qui tient les AG. Alors, pour revenir sur la question qui était de savoir comment on dit créer une assemblée, donc il y a un débat préalable, après tu ouvres ton assemblée, donc il n'y a personne qui est avec toi, tu saisis tous les votes, tu clôt ton assemblée et après c'est le processus ordinaire, envoi du PV, notification, etc. Il n'y a rien de particulier? Alors, c'est un petit peu particulier. Pour reprendre le cheminement que tu viens d'exposer, tout d'abord, l'Assemblée générale, j'invite quand même, puisque dans ça, on peut recevoir, avec conditions sanitaires, on peut recevoir quand même jusqu'à 6 personnes locaux. Donc, j'invite toujours des membres du conseil syndical, s'ils le souhaitent, à venir assister au dépouillement, par transparence. Il n'y en a pas beaucoup qui sont venus m'aider. Ils m'ont dit non, débrouillez-vous tout seul. Mais c'est vrai que voilà, ça je crois que c'est une précaution à prendre de dire voilà, si vous voulez venir dépouiller avec moi et m'apporter votre aide, venez dépouiller. Mais ça c'est assez peu passé. Ça c'est la première chose. Et tu leur as dit et profiter d'une coupe de champagne à la fin de la séance? Oui, ça dépend si les décisions de l'Assemblée sont judicieuses, on peut fêter ça. Mais c'est vrai que j'ai fêté en petit comité avec 3 membres du conseil syndical, mais j'ai eu une assemblée générale par correspondance, ça c'est pour l'anecdote, comme quoi ça marche, qui a voté 1 800 000 € de travaux pour une copropriété de 160 copropriétaires, donc ça donne une idée de la quote-part. Et c'était le fruit de 2 ans de travail du conseil syndical, de maîtres d'œuvre, d'ingénieurs spécialistes. C'est des travaux très complexes. Et c'est vrai qu'on a été tellement contents que la décision, puis alors, elle a été quasiment, je crois qu'il y a 2 copropriétaires qui ont voté contre les travaux, ça a été quasi unanime. Et on l'a fêté justement, après le dépouillement des votes, on a fêté ça avec un petit peu de champagne. Mais bon, c'est avec modération, bien entendu. On avait parlé un peu au webinaire avec Edilex. Tu avais parlé de cette assemblée. Tu n'avais pas donné cette anecdote, mais tu avais parlé de cette assemblée. Et donc, en fait, on imagine que c'est un travail de longue haleine. Et le but, c'était de le transformer l'essai, même s'il y avait la crise sanitaire, même s'il y avait les difficultés de changement. Tu es quand même allé avec ton conseil syndical au front jusqu'au bout, quoi. Et comme je l'ai dit lors du webinaire, c'est un peu à contre-cœur au début, parce que je voyais difficilement faire voter par correspondance des travaux d'une telle importance financière et d'une telle complexité. Et en fait, on s'est acharné avec le conseil syndical et le maître d'œuvre de l'opération, déjà dans la convocation, avoir un descriptif des travaux très sophistiqué. Alors sophistiqué mais simple. C'est-à-dire à la fois donnant plein de renseignements, mais les donnant de manière simple. Précis. Et avant cela, alors comme c'est une grosse copropriété, sur celle-ci, on n'a pas organisé de visio. Par contre, j'ai ouvert un forum. J'ai ouvert un forum de discussion sur les travaux 3 semaines avant. Dans la convocation, ils avaient l'adresse du forum. Et ça a permis de pouvoir échanger, de pouvoir répondre à des questions, d'éviter au syndic de répondre par email 30 fois la même question. Puisque un copropriétaire l'a posé sur le forum, tous les propriétaires pouvaient voir la réponse. Et ça tu mutualises l'information. Voilà. Exactement. On en avait parlé. L'avantage de cette formule-là que tu as exposée, c'est que le forum, l'information, elle peut être désynchronisée, c'est-à-dire que tu peux donner une information qui va perdurer dans le temps. Il peut y avoir des échanges entre copropriétaires. C'est pas forcément que le syndic qui va pouvoir répondre. J'avais émis, d'ailleurs, quand on avait préparé cette interview, j'avais émis l'hypothèse d'un Slake que j'avais vu en fait une organisation travailler comme ça. Et c'est une piste intéressante, je pense, le forum. Il y a eu des forums sur toutes tes AG? Tu l'as mis en place? Non, uniquement celles où il y avait des thèmes qui étaient un petit peu particuliers, qui pouvaient poser quelques problèmes aux copropriétaires. Où potentiellement il y avait une demande d'information qui allait arriver. Ok. Mais alors, oui, vas-y. Pour voir sur le forum, j'ai trouvé ça. Alors, j'en ai fait quelques-uns et vraiment, c'est un outil qui était super adapté. Parce qu'on peut faire, s'il y a plusieurs questions à l'ordre du jour qui donnent lieu à une discussion, on peut ouvrir plusieurs thèmes dans le forum, pas uniquement un seul. Et vraiment, ça permet une discussion entre propriétaires beaucoup plus facilement s'ils sont 130, 140 ou 150. Alors, il n'y a pas eu autant de participants au forum, mais il y en avait quand même plusieurs dizaines, mais beaucoup plus facile. Plus participants au forum, j'ai pas compris. Non, mais plus facilement qu'avec une visio. Beaucoup plus facilement. D'accord. Avec ce décalage de temps.
C'est une bonne piste. Et puis tu peux avoir en fait des thèmes. Tu peux très bien classer par résolution. Et puis chaque résolution est travaillée, est commentée, etc. Voilà. Ok, super. Et en plus, détail non négligeable, c'est gratuit. Puisqu'il y a pas mal de prestataires sur Internet, je ne veux pas citer de nom, mais enfin, c'est où on peut créer en 20 secondes, on crée un forum gratuit. D'accord. Ouais, l'outil est totalement gratuit. Alors, il y a un petit peu de pub, très certainement. Enfin, tu ne te gênes pas pour moi. Si tu veux donner un nom, vas-y. Hein. Il y a pas... non. Oh, je sais plus, je crois que je me suis servi de Forum Actif, entre autres. Actif. Mais c'est très facile à utiliser. D'accord. Alors, tu peux nous donner, allez, on va dire 2 plus et 2 moins, ou au moins 1 plus, 1 moins, d'une différence entre une assemblée VPC comme tu as tenu et une assemblée classique. Et d'ailleurs, je me souviens qu'au webinaire des Dilex, tu avais dit oh, ça me manque, les AG physiques, ça me manque. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Tu as un peu dit l'essentiel sur le point négatif. Je crois qu'on est beaucoup comme ça quand on aime notre métier. On aime beaucoup faire des assemblées générales, même si on râle souvent, etc. Mais en fait, on aime beaucoup ça. On aime beaucoup ça, ce contact. Et puis le fait de tout le côté pédagogique de l'assemblée générale, le fait qu'il faille quelquefois un petit peu se battre pour faire passer certaines idées. Mais c'est ça qui est passionnant dans notre métier. C'est un des gros points. C'est un des gros points négatifs de la VPC. C'est qu'on n'a pas ça. La démocratie de la copropriété. Oui, la démocratie éclairée. Non, ça c'est le point négatif, c'est ça. On n'a pas l'échange. Et puis de toute façon, quoi qu'on fasse, que ça soit des forums, une visio, des dossiers très très bien préparés par écrit, on ne peut pas avoir la même qualité d'information de nos copropriétaires que qu'on est face à eux. Et tout simplement parce que, également, pour délivrer une bonne information, il faut se mettre en empathie avec les copropriétaires, il faut percevoir un petit peu leurs réactions, et ça, même en visio, on a du mal. Alors que dans une salle, quand on a 50 copropriétaires devant soi, ou plus, on voit les réactions, on voit il y a toute la communication gestuelle, enfin, voilà, on peut agir beaucoup finalement. Quand tu as, mettons, 50 participants, tu as une vidéo avec 50 petits carrés, bah, tu n'as pas du tout la même vision que quand tu as 50 personnes autour de toi, tu sens les choses. Généralement, là, c'est de manière aléatoire, tu as les petits carrés. Dans une salle d'assemblée, il y a des groupes qui se forment. Et en fait, en fonction, tu peux observer des mouvements, des bruissements, et du coup, tu as quelque chose que tu n'as pas sur la visio. Clairement. C'est exactement ça. Et qu'on a encore moins sur le bulletin de vote. Là, franchement. Ouais, on va y venir d'ailleurs. Alors, point négatif, ça c'est les points. Point positif, alors là, il est juste conjoncturel, c'est que ça nous a permis de sortir d'une situation qui était un petit peu compliquée, de pouvoir avancer, de pouvoir au moins faire nos assemblées générales de clôture de compte et de vote de budget prévisionnel, et dans d'autres cas, de pouvoir voter des décisions de travaux ou d'opérations exceptionnelles importantes et qui ne pouvaient pas être remises. Ça, c'est une chose. Après, il ne faut pas aussi se voiler la face. Un des avantages du bulletin en VPC, il est que c'est relativement plus rapide à mettre en place. C'est toujours un casse-tête. Le planning des assemblées générales est toujours un casse-tête pour les gestionnaires. Là, on peut faire une assemblée générale à minuit, enfin n'importe quel jour, un dimanche, quoi qu'il arrive, on n'est pas obligé de dépouiller le jour même. Un dimanche à minuit. Donc, on pouvait caser 5 assemblées générales dans la journée. Tu as vu, ou même la passion, hein. La passion te fait travailler les dimanches et les nuits. Attention. Non, mais ça, c'est virtuel. On fait le dimanche, mais on dépouille l'AG le lundi. Bon, ça va. Et lundi, on va dire à 1 minute de lundi, juste après minuit. Magnifique. Donc là, je voudrais qu'on voit un petit peu les exemples. Alors, je vais partager mon écran. S'il y a des soucis de connexion, on retentera. L'idée, c'est de présenter, et les exemples nous viennent de l'ANGC, qu'on peut saluer au passage, qui est une association que je trouve incroyable, parce que pendant des années, j'ai cherché une représentation de la profession. Alors, il y a évidemment les syndicats professionnels, mais j'ai trouvé que l'initiative était juste extraordinaire, l'idée étant d'échanger les informations. Je crois que toi-même, tu es membre.
Et c'est quand même bien parce que ça casse parfois les isolements qu'on peut vivre éventuellement dans la profession, et puis ça permet d'échanger des points de vue et d'aller un peu plus loin. J'ai trouvé ça super. Ouais, Donc, Bertrand, je suis comme toi, Bertrand, la NGC, je trouve que c'est une initiative, un travail extraordinaire de la part de son président et de ses membres. C'est vrai que j'y ai assez rapidement adhéré. J'ai même l'honneur d'être partenaire. J'attends Gilles Frémont pour conclure le partenariat quand on pourra se déplacer. Mais c'est vrai que c'est une bonne initiative pour promouvoir le métier à la fois en images, mais également auprès des jeunes pour le faire connaître et puis pour essayer de pallier aux gros problèmes de recrutement qu'on a tous. Il travaille beaucoup là-dessus aussi, sur le travail des vocations. Bertrand, peut-être avant de passer aux exemples, juste pour terminer sur la tenue physique, entre guillemets, de l'Assemblée par VPC, puisqu'on a parlé un petit peu en amont, on a le dépouillement des votes et on n'a pas abordé assez longuement justement le sujet de l'intégration dans les logiciels. Parce que il y a, au début, les premières assemblées, je les ai faites assez vite, je n'avais pas encore le logiciel qui était adapté. Et donc, c'était assez complexe parce qu'il fallait saisir un par un les bulletins de vote, et ensuite, il fallait pour chaque résolution saisir le vote de chaque propriétaire. Je veux dire dans cet ordre-là, c'est-à-dire que traditionnellement, sur tous les logiciels de tenue d'assemblée générale, c'est résolution par résolution. Oui. Et donc, pour saisir le vote des votants par correspondance pour la résolution 1, on se met sur la saisie de la résolution 1, et il faut passer tous les bulletins de vote de chaque propriétaire sur la résolution 1, et ensuite repasser, faire la même chose sur la résolution 2. Très vite, les concepteurs de logiciels ont adapté l'outil. Voilà, ont adapté l'outil et permettant de saisir tous les votes d'un copropriétaire, tous les votes par correspondance d'un copropriétaire d'un seul coup. Ah oui, d'accord. Et ça, c'est essentiel. Ça, c'est essentiel que les logiciels intègrent ça pour la facilité du travail gestionnaire, c'est que l'on puisse saisir en une seule fois, en se mettant sur la fiche d'un propriétaire dans l'assemblée générale, de pouvoir saisir tous ses votes à toutes les questions de l'ordre du jour. Ça, c'est le point essentiel numéro 1. Et il y en a un second. C'est un logiciel qui permet d'identifier lorsque l'on change la résolution. Tu sais que si la résolution est amendée en cours d'assemblée générale, le copropriétaire qui a voté pour la résolution, on doit changer son vote. Il est considéré comme défaillant. Ouais. Et là, les éditeurs de logiciels doivent, alors certains l'ont fait, moi le mien l'a fait, identifient ça, c'est-à-dire qu'automatiquement, si le texte d'une résolution est changé, cela fait basculer le vote du copropriétaire par correspondance. Ah oui, automatiquement. Et ça, c'est pour éviter les erreurs, justement. C'est-à-dire que même si on a présaisi tous les votes de chaque copropriétaire. Oui, ça évite de tout vérifier. Voilà, ça évite de tout revérifier. Si on change la résolution, à ce moment-là, il y a une alerte. Attention, passage de tel propriétaire, tel propriétaire, tel propriétaire en vote défaillant. Oui, c'est une évidence. Mais quand tu dis que c'était pas prêt, c'est-à-dire que tu n'avais pas souscrit parce que c'était une option Non, c'est le développement du logiciel, tout simplement. C'est tout simplement le développement du logiciel, puisqu'il a fallu attendre le 1er juillet et avoir le formulaire, le 1er juillet 2020, et avoir le formulaire de vote par correspondance pour que les éditeurs de logiciels puissent l'intégrer et en même temps modifier le logiciel pour pouvoir s'adapter au vote par correspondance. Donc, ils ont fait ça à partir du 1er juillet. Et moi, je sais que ça a été opérationnel très, très vite. Je crois que fin juillet ou début août, le logiciel était vraiment très bien adapté. Je ne sais pas s'ils le sont tous. Mais il y a ces deux aspects. Il y a la saisie et il y a attention que le logiciel propose une alerte, au moins une alerte, même s'il ne le fait pas automatiquement, s'il ne modifie pas les votes automatiquement, mais qu'il donne une alerte si vous modifiez la résolution. Dit attention, n'oubliez pas de modifier vos votes de copropriétaires qui avaient voté favorablement à la résolution. Que ce soit une assistance en fait à la gestion de la tenue de l'AG. Alors après, il y a deux familles de produits. Il y a des produits qui sont qui dépendent directement de la société qui produit le logiciel. Et puis après, il y a des solutions annexes qui existent, par exemple, Syndic Appli, je crois, fait ça, Cement, qui sont des solutions AG Connect aussi, j'ai vu, qui sont des solutions qui vont être loguées sur le logiciel en question. Voilà. Et qui apportent les données. Alors, une petite question avant qu'on bascule sur le partage d'écran avec justement les bulletins de vote. Certains exemples, on en a sélectionné 3, puis si tu en as d'autres, n'hésite pas. Pour les bulletins de vote par correspondance,
ce fameux délai de réception des 3 jours francs, bon, on le sait, il existe. Est-ce que tu as eu beaucoup de cas de questionnaires remplis vote par correspondance qui sont arrivés en dehors des délais et que tu n'as pas pu considérer en fait? Alors, moi je pense que déontologiquement parlant, je ne vois pas pourquoi un bulletin de vote qui arriverait par mail 2 jours avant que je dépouille, 2 jours avant l'Assemblée générale, la date que je dépouille, pourquoi je ne le prendrais pas en compte, très honnêtement. On souhaite que les copropriétaires participent au plus aux assemblées générales, même s'il est entre guillemets hors délai, mais sachant que le délai de 3 jours francs, pour moi le législateur n'est pas allé assez loin. Et j'avoue que j'ai du mal un petit peu à comprendre ce délai, puisqu'il y a un délai. Je le vois que d'une façon, c'est-à-dire permettre au syndic de refuser d'organiser son AG, c'est tout. Mais permettre de refuser. Parce que en général, quand on met un délai, ça va souvent avec une notification. Or, il n'y a pas d'obligation au copropriétaire de notifier son vote. Donc, pour moi, le délai, il ne sert pas à grand-chose. Il sert pour pouvoir, au syndic, pardon, pour pouvoir éventuellement refuser la prise en compte d'un vote. Mais pourquoi je refuserais la prise en compte d'un vote? Alors, certains syndics vont dire, oui, s'il y a l'élection du syndic, tous ceux qui vont voter contre le renouvellement du mandat et qui vont être reçus dans les 3 jours, le syndic va les éliminer. Mais t'as vu comme on a bifurqué sur l'élection du syndic. Et voilà. Non, mais très honnêtement, on n'est pas censé. Alors même si on peut commencer à préparer le dépouillement un petit peu avant, mais pour moi, j'ai lu le texte, que l'Assemblée générale, elle a été fixée par correspondance le 25 mai. Moi, je vais dépouiller mes votes le 25 mai. Même si je le prépare un peu avant, mais je vais arrêter mes votes le 25 mai. Je ne vais pas les arrêter 3 jours avant, en fait. Si je reçois des bulletins dans les 3 jours, je les prends en compte. Tout simplement. Voilà. Ok. Allez, super. Je ne pense pas que le texte l'interdise. Je ne vois pas comment. La difficulté qu'il peut y avoir, c'est s'il y a une action contentieuse. Tu vois, oui. Ça peut être reproché, c'est-à-dire qu'il y a un copropriétaire qui peut très bien reprocher et dire ah mais attendez, vous n'auriez pas dû prendre. Moi, je trouve ça dommage et je pense que ce point évoluera parce que l'idée quand même de base qu'on a depuis des années, depuis plein de réformes, c'est de permettre le maximum d'expression des copropriétaires. Exactement. Donc pourquoi aujourd'hui où on est dans l'instantané, si on a les moyens et les outils pour le faire, pourquoi on ne prendrait pas en considération jusqu'au dernier moment possible? D'ailleurs, quelqu'un qui est en visioconférence, il va pouvoir voter. Taper 1, taper 2, taper 3. Alors là, il va voter pour, contre, abstention, mais il va le faire jusqu'au dernier moment. Donc, je pense qu'il y a des discussions possibles. Ouais, j'ai la même analyse. Est-ce que tu vois mon écran, Jérôme? Oui, je le vois. Ouais, super. Alors, écoute, on remercie encore une fois la NGC et on salue Gilles avec qui on aura le plaisir certainement prochainement de faire des interviews et puis de porter la parole des syndics. Donc, on a ici un cas où on a un formulaire, et puis c'était un peu pour la joke, honoraire du syndic, le moins cher possible. Oui, bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? Ça va devenir un classique, celui-là. Ouais. Non, c'est clair. Là, c'est très, très clair. Le bulletin de vote, tout ce qui n'est pas soit case cochée, soit limite un oui dans la case, ou, comme je l'ai vu certains, une signature dans la case représentant le vote, tout le reste, c'est vote défaillant. Il n'y a pas encore de jurisprudence là-dessus, mais l'analyse qu'on a eue avec d'autres éminents spécialistes de la copropriété, elle est relativement claire. Toute mention, voilà, le vote défaillant. Ok. On n'identifie pas un vote pour, contre ou abstention. Là, le mode d'emploi de la loi est simple, c'est défaillant. Allez, ça va. Super, merci. Mais ça n'empêche pas de bien rigoler aussi. Oui, la preuve. Donc, du coup, là, ici, on a, c'est un autre exemple où on avait des colonnes qui étaient contre avec des raturages. C'est-à-dire que là, tout a été sélectionné en contre
Et là où il n'y avait pas de vote, il y a des croix. Alors, ça suppose, là, il y a quand même des manques au niveau des coches. Comment tu le perçois, toi, ce bulletin-là? Pareil, toutes les lignes non cochées. Vierge. Là aussi, les lignes vierges, le mode d'emploi est simple, copropriétaire défaillant pour le vote en question. Voilà. Là, je suis pas sûr. Tu vois, je suis pas sûr que les copropriétaires, on va le voir après dans le formulaire de vote, il y a on va dire tous les textes qui doivent être joints en même temps que le formulaire qu'on va voir et qu'on commentera. Le but, c'est de pas faire une vidéo qui dure 24 heures, donc on va essayer d'être synthétique. Mais effectivement, il y a déjà tous les textes. C'est-à-dire que le syndic, quand il envoie le formulaire de vote par correspondance, il y a tous les textes. Mais je suis pas sûr que les copropriétaires, qui sont un peu frustrés dans leur moyen de débattre, dans le moyen de s'exprimer, perçoivent totalement la portée des coches ou du fait qu'ils ne cochent pas, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un manque d'informations là-dessus. Oui, oui. L'information qui est donnée, elle n'est pas lue de toute façon, parce que le rappel du texte de la loi, bon, c'est un peu sec, donc je ne suis pas sûr qu'ils le lisent. Mais c'est en effet un problème de lecture attentive, ne serait-ce que du formulaire. Il y a un exemple dans les bêtisiers, mais alors qui est assez typique, mais qui peut causer un souci. C'est tout simplement quand il y a une question avec un choix multiple, type choix de l'entreprise. Et vote 10A, entreprise Tartampion, vote 10B, entreprise Martin. Ouais. Bon, combien de fois on voit des bulletins de vote avec les deux entreprises choisies? Mais mais moi j'ai eu le cas cet été, une assemblée en visio, où les propriétaires, parce qu'ils ont fait trop rapidement, ils ont dit bon allez tout va bien, on vote oui partout. Ils ont voté oui partout, j'analyse comme ça. Mais sauf qu'ils ont voté à la fois pour l'entreprise Tartampion et l'entreprise Martin. Et je me suis retrouvé avec deux résolutions validées. T'as reçu un mail, je crois. Non, mais deux résolutions validées. Vote de l'entreprise Martin, résolution validée. Vote de l'entreprise Tartampion, résolution validée pour les mêmes travaux. Je fais quoi? Ouais. Parce que rien n'est dit dans la loi que c'est celui qui a obtenu le plus de votes. Non. Ouais. Il faut atteindre la majorité pour que notre résolution soit validée. Mais les deux ont atteint la majorité de l'article 24. Alors, bien évidemment, en pratique, j'ai averti mon conseil syndical, je leur ai dit, on n'a pas trop de choix, on choisit celui qui a recueilli le plus de votes. Mais ça n'a aucun fondement légal. Oui, il y a des situations qui sont bouleversantes dans le vrai terme, c'est-à-dire qui changent toutes les habitudes et que le gestionnaire ou le syndic va bien devoir gérer d'une façon ou d'une autre. Ça, il faut s'attendre, il faut s'y attendre, celle-là. Alors, je voulais te suggérer, ça, je ne sais pas si tu as déjà entendu quelque chose sur le sujet. Est-ce que ce serait pertinent ou pas d'insérer tout à droite, on va le voir après au niveau du formulaire. Au niveau du formulaire, c'est pas prévu, mais est-ce que ce serait pas pertinent de mettre une colonne d'observation? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que tu penses que ça a du sens ou pas? Oui, je crois que ça serait pas inutile. Ça éviterait peut-être d'avoir des surcharges ou des observations dans le vote. Et observations dans les cases du vote, on est obligé de prendre le vote comme étant défaillant. Ça éviterait peut-être quelques surcharges et quelques erreurs dans le remplissage du formulaire. Oui, parce qu'on a le droit d'ajouter les mentions qui existent dans le formulaire, on doit les respecter, on ne doit pas y toucher, mais on peut très bien ajouter une colonne. OK. Alors, après, on a ici, on précise juste sur l'article 17 que la feuille de présence est annexée au procès-verbal, donc c'est une annexe. Dans cette feuille de présence, on précise maintenant qui en audio conférence, qui en visioconférence et qui vote par correspondance. Et puis l'article 42.5, pourquoi on l'a marqué? Ah oui, on l'a marqué parce que les feuilles VPC constituent une annexe de la feuille de présence et donc du procès-verbal par extension. Ensuite, on en vient au formulaire, le fameux formulaire, et puis je te laisserai le mot de la fin après. Donc le formulaire de vote par correspondance, est-ce qu'il y a des choses à dire dessus? Ça, c'est le cadre qui a été fixé et qui a respecté. Donc on envoie un formulaire sur plusieurs pages en même temps que la convocation.
On précise le nom de l'immeuble, la date et le lieu. Alors, s'il n'y a que des votes par correspondance, tu n'es pas obligé de mettre 2 lieux, on est d'accord? Ouais, oui. Ok. Donc, ensuite, on doit indiquer les coordonnées de l'adresse de syndic et on doit mettre la date limite de réception. Pas d'observation particulière là-dessus. Non, il est pas si mal fait que ça. Moi, j'ai entendu pas mal de critiques sur le formulaire, mais à part peut-être le manque, comme tu l'as évoqué, d'une colonne observation, mais il faut faire le plus simple possible. Hein. Oui, alors justement, là, on est sur la 3e page. Alors, je me suis demandé si c'était pas une erreur. Tu vois, il y a marqué SV, et en fait, sur le décret et sur la formule du décret que j'ai récupéré sur Légifrance, il y a SV, mais je pense qu'il manque un P. Oui. Je sais le cas sur les. Ouais, alors c'est rien, c'est un détail. Donc, en fait, le 4 qui est en haut, on doit le rappeler sur chaque feuille, parce que là, on n'en a qu'une, mais on peut très bien avoir 40 résolutions. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on aurait autant de feuilles nécessaires que nécessaires. Et puis, on retrouve nos différentes questions. Alors, je ne comprenais pas les 2 premières colonnes. Et puis après, en y réfléchissant, parce que moi, je ne l'ai pas pratiqué, du temps où j'étais syndic, je n'avais pas ça. Et j'ai compris que l'identification de l'objet, c'était par exemple le ravalement. Et puis, dans les questions, tu pouvais avoir le choix de l'entreprise, la souscription de la DO, etc., etc. Donc, tu pouvais scinder ton identification en plusieurs questions. Alors, moi aussi, je me suis posé pas mal la question de ce que c'était que l'identification de l'objet. Mais j'ai eu une réponse. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne. Dans la façon dont le bulletin de vote était généré par notre logiciel, et dans l'identification de l'objet, il y avait le type de vote. C'est-à-dire que, par exemple, le premier point, identification de l'objet, élection du bureau. Le second point, là je suis en train d'en regarder un, c'est vote d'approbation des comptes. Le 3e point, vote du quitus. Le 4e point, vote du budget. Et après, il y a vote travaux, vote standard. Et sur la question, il y a le libellé de la question. Voilà. L'identification de l'objet, c'est un peu la typologie du vote. D'accord. Mais dans les textes, il n'y a rien, en effet. Il n'y a rien qui précise. Ou pas, voilà. Tu t'en sers pas vraiment? Tu t'en sers de cette colonne? Moi, le formulaire, il est généré automatiquement par mon logiciel. D'accord. Et donc, dans cette colonne, c'est le type de vote. Donc, c'est vote élection du bureau. Enfin, c'est le libellé très succinct. D'accord, le thème, en fait. Et dans la seconde colonne, c'est la question elle-même. D'accord, ok. Et je crois qu'on a terminé. Et après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On parlait des différents textes. Donc là, on fait un rappel. On explique que le rappel, ça, pareil, hein, c'est dans le formulaire, on ne choisit rien. Et donc, on a tous les textes qui viennent se regrouper pour que le copropriétaire ait l'information. Voilà, j'ai fini mon partage d'écran. Écoute, on a plutôt eu un bon réseau. Je vais te laisser un peu le mot de la fin si tu veux dire quelque chose. Après, c'est génial. Je suis super content qu'on ait fait ça ensemble. Quand tu évoquais ça au webinaire, j'y ai pensé. Et je pense qu'effectivement, il va y avoir beaucoup de changements, beaucoup d'adaptations et beaucoup d'évolutions sur la matière. L'essentiel, j'oserais dire, avant de te laisser la parole, à mon sens, c'est d'arriver à garder de l'humain. Tu vois, d'arriver à se servir de l'outil. C'est un peu ce qu'on avait dit quand on s'était fait un Skype en préparant cette interview, que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire. On s'était dit que l'outil doit servir à l'humain et pas l'inverse. C'est pas l'humain qui doit servir l'outil. Voilà. Oui, absolument. Moi, ce qui me tarde, le mot de la fin, il me tarde de faire des vrais AG 3.0, c'est-à-dire l'AG mixte, en fait, mixte présence, formulaire de vote et visio. Parce que là, je pense que et le formulaire de vote et la visio ne sont qu'un palliatif. C'est-à-dire que ça va nous permettre d'avoir plus de présence aux assemblées générales, de débloquer ainsi certaines situations. De toute façon, c'est la volonté du législateur depuis de nombreuses années, hein, de pouvoir débloquer des situations qui sont causées par l'absentéisme en facilitant la prise de décision en assemblée générale. Donc, voilà. Mais ça doit rester, pour moi, secondaire. C'est-à-dire que l'assemblée générale, la 65, et le débat, il est grandement facilité par la présence physique.
je pense qu'il est quand même de moins bonne qualité, quitte à passer pour un vieux schnock pas digital, mais je pense que le débat présent... Mais non, il n'y a que la barbe qui est blanche, les cheveux c'est nickel. Non, mais le débat de face à face aux copropriétaires et les propriétaires entre eux sera toujours de meilleure qualité que la meilleure des visios. Je ne parle même pas du bulletin de vote. Donc, mais et notamment sur un point, c'est que tu as la communication non verbale. Combien de fois dans l'assemblée, j'ai vu des gens dire oui, en fait, tu voyais quand tu les regardais. Non. Oui, mais non, quoi. C'est. Non. Et puis c'est quand même agréable de retrouver nos copropriétaires. On a beau râler parfois, nos professionnels, bon, on est bien content de les voir chaque année, de les retrouver de visu. Donc voilà, mais je crois que la VPC et la visio, c'est un apport supplémentaire, c'est un outil supplémentaire, mais pour moi, ça peut pas être l'outil principal. Aujourd'hui, à cause de la situation sanitaire, c'est l'outil principal. On est bien content de l'avoir, mais ça restera pour moi, une annexe. Une annexe de participation à la Chambre générale, la participation principale étant visuellement. Après, bon, il y a de multiples publics. Pour clore, la copropriété s'est fait de multiples publics. Certains manient très très bien les outils digitaux et sont totalement capables de faire une très très bonne assemblée générale en visio. Et puis d'autres, pas du tout. Donc, voilà, mais on a besoin de cet humain. Tu sais qu'on a besoin du contact humain. Moi, récemment, petite anecdote, j'ai rencontré un ami qui a une fonction, je dirais, assez prenante, qui est toute la journée en visioconférence. Un syndic ? Non, c'est pas un syndic, non. Mais enfin, qui est dans des hautes sphères de la finance et qui est tout le temps en visioconférence avec New York, avec Rio de Janeiro, etc. Et il me disait, mais ok, on est efficace, mais moi, il me manque de rencontrer mes clients, voilà, physiquement. Face à face. Voilà, on y arrive, l'outil il est bon, mais voilà, ça peut pas donner le même plaisir, et je pense que l'efficacité aussi est légèrement inférieure. Bon, super. Bah, écoute, merci Jérôme, c'était génial. Non, mais merci à toi Bertrand de m'avoir invité. Merci pour ton partage d'expérience. Petite pause dans mon quotidien de dépouillement. C'est génial. Et puis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire des commentaires, à poser des questions. Ce sera avec plaisir qu'on y répondra. Et puis, si vous avez envie, n'hésitez pas à vous contacter Jérôme Lassalle sur LinkedIn. Il accepte jusqu'à 20 000 contacts. Donc, c'est bon, vous pouvez y aller. Merci Jérôme. À très bientôt. Merci Bertrand. À bientôt.